Bienvenue à tous pour cette 9e séance d'atelier d'économétrie. Donc la dernière fois, on avait vu la théorie sur la cointégration et les modèles à correction d'erreurs. Et donc aujourd'hui, on va commencer cette séance par corriger l'application qui est associée à ce chapitre. Et puis dans la suite de la séance, vous aurez une, euh, une partie court avec Charles-Emmanuel Tuff sur le web scrapping. Donc, donc là, on a les packages, les machins, les trucs. Alors avant de rentrer là-dedans, en fait, je vais donc du coup rappeler un peu ce qu'on cherchait à faire ici. Ici, on cherchait à reproduire une idée qui était avancée par Vladimir Borny et Valérie Mignon dans un article écrit en 2009, qui est accessible ici, hein, donc, et dans lequel euh, qui s'intéresse à la relation qu'il peut y avoir entre deux marchés et notamment plus que ça, plus que leur relation, leur intégration, à savoir à quel point ils sont intégrés, à quel point un choc sur l'un va impacter l'autre. Et donc, on cherche à reproduire un peu cette idée en regardant la relation qu'il peut y avoir entre le Dow Jones industriel et le SP500. Et donc, pour regarder cette intégration, on va justement s'intéresser à la relation de co-intégration au travers d'un modèle à correction d'erreur. Donc ici, il fallait commencer par scraper les données. Donc là, vous avez redonné les codes pour scraper les données sur ces deux séries d'indices. Et ensuite, on avait un certain nombre de questions auxquelles il fallait répondre. Donc d'abord, on va faire un petit peu de statistiques descriptives. Je ne sais plus si c'était demandé. Voilà, mener l'analyse des statistiques descriptives appropriées. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait là-dessus, mais on pouvait faire plusieurs choses, notamment là, on a les deux graphiques des deux séries. Ce qui peut être intéressant de regarder, c'est quand on les plotte sur un même graphique, à quel point elles se suivent. Donc là, la petite astuce à laquelle il fallait penser, c'est qu'il fallait deux échelles, parce que ces deux indices qui n'ont pas du tout la même valeur, même s'ils ont des évolutions communes, comme on peut le voir, les valeurs sont très différentes. Et donc il fallait deux échelles pour pouvoir se rendre compte que, en fait, ces deux indices sont vraiment très proches. Une autre statistique descriptive qu'on aime bien quand on regarde une relation de cointégration, c'est le nuage de points des deux séries qui nous intéressent. Et là, on voit très clairement, enfin, ou plutôt on soupçonne très fortement une relation linéaire entre les deux variables x et y. Donc ici, on nous demandait de passer les variables en log. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va regarder le modèle à correction d'erreur, on va s'intéresser à des variables qui sont différenciées. Le fait de passer en log, il a un double intérêt ici. Déjà, pouvoir comparer les variables entre elles. Donc là, vous voyez, on est passé sur une seule échelle, hein. Ça va écraser les, euh, les très fortes valeurs et donc ça va rapprocher les séries. L'autre intérêt, c'est que quand on va passer en différence, du coup, on va s'intéresser à des rendements et donc on va pouvoir interpréter le modèle. Ça a du sens ici, dans ce modèle-là, de s'intéresser au rendement. Pourquoi? Bah parce qu'à long terme, effectivement, on va avoir des rendements qui sont très différents sur un indice comme sur l'autre, par rapport à l'autre plutôt. Mais à long terme, donc là, vous vous rappelez, hein, cette histoire de gamma à z, zt-1, on va avoir une relation de long terme. Donc c'est ce qu'on observe ici. Là, si à court terme on a des divergences, ça se voit pas parce que on a beaucoup d'observations ici. On a des divergences de court terme. À long terme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance globale qui est suivie par les deux séries. Euh, et donc voilà, donc là on passe en log. Donc on peut ramener les deux séries sur une même échelle et constater que bah, elles suivent plus ou moins les mêmes tendances, de long terme. Et quand on regarde le nuage de points, bah, on a quelque chose qui est relativement proche de ce qu'on avait ici, hein. On a juste appliqué un logarithme. Donc on garde cette linéarité très forte entre les deux séries. Donc là, techniquement, il faudrait tester la non-stationnarité des séries. Bon, elles sont non stationnaires, hein. On commence à savoir faire ces tests-là. Normalement, dans le projet, s'il y a besoin de mener des tests de stationnarité, il y aura besoin d'en mener. Il faudra les faire, il faudra les interpréter, etc. Voilà. Là, pour gagner un petit peu de temps et pour pas tomber dans les choses un petit peu répétitives, on va se passer de refaire une énième fois les tests de stationnarité de Decay Fuller augmenté.
on va passer directement au test de co-intégration. Donc vous vous souvenez, la première étape, c'est d'estimer la relation dite de long terme, c'est-à-dire y sur x. Et donc ici, donc on constate encore une fois hein, qu'on a des paramètres qui sont fortement significatifs. Voilà. On récupère les résidus et on regarde la stationnarité des résidus. Quand on regarde l'évolution du résidu, on n'est pas sur quelque chose qui ressemble au résidu qu'on avait, voilà, qui est ici. Voilà, ça ressemble moins à quelque chose de stationnaire. Bon, pour autant, le test ADF nous dit qu'il y a de la stationnarité, donc on va considérer que le résidu est stationnaire. Il se trouve que si vous faites varier un petit peu la fenêtre, là on a pris 2019, si vous faites varier un peu ça, il y a des chances pour que vous ayez un résidu qui soit non stationnaire. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. Là, pour le cas du cours, quoi qu'il arrive, c'est intéressant ici de se baser sur un résultat qui est peut-être un peu erroné, mais qui nous dit bien qu'on a un résidu qui est stationnaire. Ok. Donc ici, on va pouvoir mener un modèle à correction d'erreur, puisque, comme le résidu de la relation de long terme est stationnaire, on a une relation de cointégration. Donc dans un premier temps, j'ai récupéré les codes du cours. Hein. Je regarde quel est mon ordre comment je vais sélectionner le bon nombre de retards à intégrer dans le modèle. Donc je regarde la ligne, voilà, donc là il me dit 16 retards pour 2 des critères d'information. Il m'en donne 1 avec le critère BIC. Donc on va faire comme pour le VAR, c'est-à-dire que je vais commencer par retenir un retard et éventuellement j'irai chercher plus de retard en robustesse pour voir si ça change radicalement mes résultats ou pas. L'ordre de cointégration 0. Mais alors ça, donc j'ai oublié d'aller regarder ce que ça voulait dire. Bon, faudra revérifier ce truc-là. C'est peut-être parce que j'ai mis qu'un seul retard ici. Estimation du modèle. Donc là, on est un peu comme le VAR, c'est-à-dire que on va avoir énormément de retard dans la relation. Donc les paramètres sont quasi ininterprétables. Et donc on va passer à l'interprétation des IRF, des fonctions de réponse impulsionnelle. Et ici, on a quelque chose qui est finalement pas beaucoup plus intéressant que le cas d'application qu'on avait dans le cours, puisqu'on a des IRF qui sont très peu significatives. Hein. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est ces IRF-là. Hein. Même si là, on a finalement on a un impact quand même négatif. Lorsqu'on a un choc sur, sur Y1, on va avoir un impact significatif a priori et négatif sur Y2. Et voilà, et après on voit que les variables sont fortement autocorrélées. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu là-dessus. Donc après, il faut toujours agrémenter l'analyse des résultats par une analyse économique de ces résultats. Pourquoi ici, si jamais vous avez quelque chose comme ça, bon, il y a des intervalles de confiance qui sont vraiment énormes, donc c'est un peu compliqué de se positionner ici, mais il faut essayer de venir l'expliquer, venir compléter éventuellement ce que je disais tout à l'heure, hein, venir compléter cette étude par une analyse par un VAR qui permettrait éventuellement de mettre en évidence une relation d'intégration entre les marchés financiers, mais dans les rendements, puisqu'on aurait du coup stationnarisé les séries. Voilà, donc il y a plein de choses à faire là-dessus. Ici, on n'est pas sur quelque chose d'excessivement intéressant en tant que tel. Et même les paramètres de la relation de long terme sont non significatifs. Donc, peut-être sélectionner d'autres marchés. Ça peut être intéressant, hein, s'il y en a qui veulent le faire, d'aller récupérer les mêmes données que celles qui sont utilisées dans cet article pour voir si vous arrivez à minima à récupérer un petit peu les mêmes résultats. Voilà, mais en gros, voilà, vous avez les codes, vous avez maintenant l'intuition qu'il y a derrière et la théorie pour mener proprement une analyse d'une relation de co-intégration. Si jamais vous êtes dans un cas un peu comme ça dans vos projets où vous avez des choses qui sont pas très belles à interpréter,
En économétrie, on aime bien avoir des tableaux avec des étoiles partout, des IRF qui suivent quelque chose de nickel. C'est pas grave, enfin, je veux dire, c'est une absence de résultats probants, significatifs, très marqués, etc. C'est pas, ça veut pas dire qu'on n'a rien trouvé. Ça veut dire que il y a il y a une façon d'expliquer cette absence de résultats. Il y a une façon d'expliquer le fait que ce qu'on a obtenu n'est pas aussi probant que ce que la théorie économique pouvait annoncer. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse pour une séance de web scrapping dans laquelle vous allez apprendre un petit peu à aller récupérer des données directement sur Internet. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour, euh, pour une séance sur la cross-validation. Voilà, à très vite.